3 avec l'eau minérale Paro. Bonjour, le temps est agité en Auvergne jusqu'à samedi ou dimanche, mais reste très doux. La Haute-Loire, en frontière ardéchoise, restera à l'écart de la vigilance orange en cours, mais soyez prudents. Cet après-midi, les pluies cévenoles déborderont sur la Haute-Loire avec du vent de sud très fort, notamment en fin de journée et soirée, où il pourra souffler en tempête. Les rafales dépasseront 100 km/h par endroit. Sur le reste de l'Auvergne, temps couvert avec des pluies faibles localement, vent de sud parfois assez fort. Les températures maximales sont stables et très douces, 17 degrés au Puy-en-Velay, 19 à Aurillac, 20 à Moulins, 21 sur Clermont-Ferrand. Demain matin, ce sera toujours couvert avec seulement quelques gouttes de pluie localement, vent de sud assez fort sur la Haute-Loire, plus faible ailleurs, minimal 10 à 12 degrés. L'après-midi, ce temps maussade se poursuivra avec des pluies localement soutenues, le vent de sud se renforcera en soirée sur la Haute-Loire, maximal 17 à 20. Samedi, toujours pluvieux mais encore assez doux pour un début novembre, dimanche encore des pluies mais elles faibliront progressivement. Nous sommes le 3 novembre. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur France 3. C'était votre météo pétillante sur France 3 avec l'eau minérale Paro. Retrouvez la météo de votre région sur france3.fr. Il est midi, madame, monsieur, bonjour. L'actualité à la mi-journée de ce jeudi 3 novembre. C'est d'abord cette campagne de vaccination contre la grippe lancée par l'Agence régionale de santé. En Auvergne, comme ailleurs, le nombre de personnes à se faire vacciner est moins important que l'an dernier. Les stations thermales auvergnates en bonne santé, nous irons à Néry-les-Bains dans l'Allier où en 10 ans, la fréquentation a fait un bond de 40%. Enfin, le ski de fond dans la tourmente économique au Lioran dans le Cantal. Le syndicat qui gère les pistes ne parvient pas à combler son déficit. Les acteurs de l'économie locale sont inquiets. Mais d'abord, cette information concernant le journal d'annonce paru vendu. Son sort est en train de se décider en ce moment devant le tribunal de commerce de Lyon. Je le rappelle, ce journal emploie 1650 personnes en France, dont une vingtaine en Auvergne, et la liquidation judiciaire paraît inéluctable. Le reportage à Lyon de Sylvie Cozzolino et Patrick Perel. À la une du dernier exemplaire, le désastre économique et humain de la presse gratuite de petites annonces. Ce matin, les salariés venus de toute la France ont assisté impuissants à la fin judiciaire de leur journal paru vendu. Aujourd'hui, beaucoup de déception, beaucoup de rancœur et un mot à dire, un gros gâchis d'une fin aussi terrible pour les salariés qui vont perdre leurs emplois. Nous, on n'a pas été formés tout au long de nos carrières, enfin en tout cas pas suffisamment, et aujourd'hui sur le marché de l'emploi on vaut rien. Celui qui fut jusqu'en 2007 le titre de petites annonces le plus diffusé de France, jusqu'à 19 millions d'exemplaires, n'a pas survécu à la montée fulgurante de ce marché sur Internet, à la chute de la presse papier et à la crise économique. Aucun des 3 repreneurs déclarés il y a un an n'est allé jusqu'au bout de la procédure. La liquidation va être prononcée, néanmoins, comme vous le savez, dans ce genre de procédure, les rapaces arrivent. Donc clairement, toutes les publications qui sont bénéficiaires, elles auront peut-être des possibilités d'être sauvées. Ce matin, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire et sonné le glas de paru vendu. Quelques dizaines de salariés seront peut-être repris dans d'autres titres plus porteurs de la filiale. Une paille comparée aux 1650 salariés au chômage aujourd'hui. L'agence régionale de santé, l'ARS, lance un appel pour inciter les personnes à se faire vacciner à l'approche de l'hiver. Comme partout en France, l'Auvergne voit cette année son nombre de vaccinations anti-grippe en nette diminution par rapport à l'an passé. Evelyne Rimbert et Arthur John. Les Auvergnats n'ont pas dérogé à la règle. Comme dans les autres régions de France, ils ont été beaucoup moins nombreux à se faire vacciner contre la grippe l'an dernier. 52% contre 60% en 2009. Plus inquiétant, le taux de couverture vaccinale a chuté de 14 points chez les personnes souffrant d'affections longue durée et de 12 points chez les 65-69 ans. Des chiffres alarmants pour l'Agence régionale de santé d'Auvergne.
La grippe peut être mortelle, je crois que tout le monde le sait. On a l'impression que c'est une maladie bénigne, mais en fait non, c'est une maladie qui est quand même très grave. Voilà. Et puis surtout la campagne de vaccination est à destination des personnes qui ont de plus de 60 ans, des personnes qui ont déjà des maladies préexistantes et qui vont les exposer particulièrement à des complications, et puis des soignants aussi qui sont particulièrement exposés et au contact avec des malades. Le vaccin anti-grippe 2011-2012 est le même que celui de la saison dernière. Cette année encore, des souches A, H1N1 entrent dans sa composition. Heureusement qu'il y a cette souche parce que c'est celle qui a circulé au cours de l'épidémie de l'an dernier, l'épidémie saisonnière de l'an dernier, et qui risque de sévir cette année. Donc il vaut mieux que cette souche figure dans ce vaccin, qui comporte également d'autres souches correspondant au risque de cette année. Et ce vaccin ne comporte pas de risque particulier, il ne comporte pas d'adjuvant en particulier. La grippe n'est pas le seul risque infectieux pouvant être prévenu par un vaccin. La rougeole est également d'actualité. Pour cette maladie, il convient même de parler d'épidémie en Auvergne, avec 655 cas déclarés entre septembre 2010 et septembre 2011. Et je précise que cette campagne de vaccination s'achèvera fin janvier 2012. Les thermes en bonne santé. Après quelques turbulences ces dernières années, les stations thermales auvergnates connaissent une certaine embellie, comme à Néry-les-Bains dans l'Allier. La deuxième station de la région a vu en 10 ans sa fréquentation augmenter de 40%. Elle accueille aujourd'hui 7000 curistes. Daniel Pajonc et Christian Darneville. Les derniers curistes sont partis en fin de semaine. Les adeptes de la remise en forme en profitent. C'est leur saison qui commence. Jean-Marc, éleveur installé à une dizaine de kilomètres de Néry-les-Bains, saute sur l'occasion. Une semaine pour soigner ses articulations grâce à des applications de boue chaude. Je viens comme ça en fin de saison. D'abord, il y a peut-être un petit peu plus de place. Et puis, l'effet est plus durable pour affronter la période de vélage au cours de l'hiver. Et les 3-4 mois qui vont venir. Madame Guigaud, s'il vous plaît. Mais attention, les bons chiffres de cette année concernent surtout les curistes assurés sociaux qui ont fréquenté l'établissement d'avril à fin octobre. 7585 curistes contre 7562 l'an passé. Une augmentation qui confirme la tendance enregistrée ces dernières années grâce notamment à des études prouvant l'efficacité médicale des soins. Il y a eu plusieurs études cliniques. Quelques-unes au plan national, 2 à Néry-les-Bains. La première, c'est l'étude de TAG, trouble de l'anxiété généralisée, qui a fait la démonstration que le traitement thermal, avec les qualités intrinsèques des eaux minérales de Néry, était meilleur que le médicament de référence et que la molécule paroxétine. Et on s'est rendu compte qu'à publication de ces résultats, dès l'année suivante, les thermes enregistraient une progression extrêmement spectaculaire. Spectaculaire comme les travaux de rénovation mis en œuvre depuis 4 ans pour lutter contre l'érosion des façades et remettre en état les galeries. Plus d'1 million d'euros doivent être consacrés à ce chantier prévu pour s'achever en 2018. Une régénération qui participe aussi des conditions d'accueil nécessaires d'un public de plus en plus nombreux. Dans quelques jours, la communauté musulmane célébrera l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, au cours de laquelle un mouton est égorgé. Une fête majeure inscrite sur le calendrier musulman. Elle constitue également pour les éleveurs ovins de la région un temps fort de l'année. Exemple à Laps, dans le Puy-de-Dôme, Wafad Aman et Eric Taxil. Ces 400 agneaux sont réservés pour la fête du sacrifice. Les musulmans veulent des mâles âgés de plus de 6 mois, des bêtes en bonne santé. Alors, dans cette coopérative du Puy-de-Dôme, on se prépare longtemps à l'avance. On sait que l'Aïd avance chaque année d'une dizaine de jours et les éleveurs ont cette habitude et savent que maintenant, 10 jours avant, l'Aïd sera là. C'est vrai que c'est qu'une date sur toute l'année, mais c'est une date importante puisqu'il y a un volume important qui vient s'ajouter au flux habituel des animaux vendus par la coopérative. Depuis 5 ans, cette coopérative travaille avec le Conseil régional du culte musulman d'Auvergne et certaines mosquées de la région. Nous avons été très soucieux d'impliquer les éleveurs locaux, c'est-à-dire en priorité aux éleveurs auvergnats qui travaillent maintenant de façon traditionnelle avec nous, c'est-à-dire que l'Aïd el-Kébir est sur leur agenda, un peu comme le serait Noël ou d'autres événements d'importance. Nous engageons à
faire converger le maximum de familles vers ces coopératives-là. Et puis les éleveurs sont assurés d'avoir quand même un marché. La fête de l'Aïd ou fête du sacrifice qui commémore le sacrifice d'Abraham aura lieu ce dimanche 6 novembre. Après la prière, les musulmans récupéreront leurs agneaux dans les abattoirs. Cette fête très importante concerne 4 millions de musulmans en France. Après une première réunion à Bordeaux le 3 octobre dernier, la Chambre professionnelle du Conseil poursuit son tour de France. Elle fait étape aujourd'hui à Clermont-Ferrand, à la CCI du Puy-de-Dôme. Au programme, stratégie de création de valeur, innovation. 200 décideurs et chefs d'entreprise auvergnats sont attendus. Roger Hénen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la Chambre professionnelle du Conseil pour la région Auvergne. Et justement, cette chambre dans la région a été créée en 2008. Pourquoi et pour quels besoins? Elle s'est créée en 2008 parce que la Chambre professionnelle du Conseil au niveau national a créé son organisation il y a à peu près une dizaine d'années. Et petit à petit, s'est émancipé vers les régions parce que le métier du conseil doit se rapprocher de plus en plus de ses clients. Et donc, on fait appel à des conseillers locaux qui sont plus proches de la clientèle, sont plus proches des chefs d'entreprise, qui ont besoin de plus en plus de personnes autour d'eux pour les aider vis-à-vis du monde en mouvement et en perpétuel mouvement. Oui, parce que quand on parle de conseil, il faut parler de consulting, de coaching. Vous êtes vous-même coach, oui, au-delà d'être président de cette chambre en Auvergne. Donc concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les services que vous proposez à cette entreprise? Les services sont très variés. Disons qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise est en face de multiples mutations, les mutations technologiques, les mutations environnementales. Les services sont très variés, donc ils se dirigent vers les ressources humaines, la logistique, la communication, tout ce qui a environnement, les systèmes d'information, tous des outils et des outils dans lesquels le chef d'entreprise n'est pas spécialisé. Alors cet après-midi justement à ces 200 décideurs et chefs d'entreprise que vous allez accueillir, qu'est-ce que vous allez leur proposer? Nous allons leur présenter 3 ateliers. C'est comment conjuguer crise et connaissance et croissance. Prosper, c'est regarder autrement son entreprise. C'est un outil sur lequel nous appuyons beaucoup. Le MINEFI a beaucoup, le ministère des Finances et l'économie des Finances nous a sponsorisé le Tour de France du Conseil pour promouvoir cet outil, parce que c'est un outil de pérennisation des entreprises. C'est un outil qui permet gratuitement aux chefs d'entreprise et aux consultants de développer. La Chambre joue un rôle en fait d'intermédiaire, puisqu'elle regroupe elle-même donc des cabinets. Tout à fait. En Auvergne, il y a une trentaine de cabinets, 31 cabinets qui regroupent 60 consultants. Ces consultants sont tous à la disposition des entreprises auvergnates. Alors vous-même coach, vous allez peut-être pas me dire le contraire, mais c'est vraiment l'avenir, le consulting, c'est-à-dire que demain les entreprises elles ne pourront plus se passer de ce Je crois qu'effectivement c'est l'avenir parce que la multiplicité des contraintes qu'un chef d'entreprise rencontre aujourd'hui nécessite qu'il fasse appel à des conseils qui viennent, eux, de manière très très temporelle. Ils viennent pour une mission et après, bon, ils s'en vont. Qu'est-ce que ça coûte à une entreprise? Ça dépend évidemment de la mission qui est à discuter. Tout est facteur économique. Donc, qu'est-ce que le chef d'entreprise attend? Le chef d'entreprise... la question est mal posée. Qu'est-ce que l'investissement coûte? Merci. C'est plus un investissement qu'une dépense. L'investissement, c'est comme quand on achète une machine. La machine, on sait qu'elle va durer un certain temps, et puis elle s'arrête, il faut changer. Alors, est-ce que je décide tout seul, ou bien est-ce que je fais l'appel à quelqu'un? C'est toute la philosophie qui se trouve dans le conseil. Faire appel, aider l'autre à s'habiliter, faire appel à l'autre. Roger Hénen, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que les débats se dérouleront cet après-midi, les ateliers à la CCI du Puy-de-Dôme, et nous reviendrons dans notre édition ce soir à 19h sur cette journée. Conférence qui est donnée par M. Frère. Merci.
Les sportifs de la région ont été récompensés hier soir lors de la remise des trophées de l'Union nationale des journalistes sportifs. L'invité de ce congrès est Philippe Saint-André, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de rugby, ancien 3/4 également au sein de l'équipe clermontoise. Il a reçu, vous le voyez sur ces images, un trophée d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Nous l'écoutons. Je suis toujours heureux de revenir ici, même si je viens de moins en moins souvent. Mais bon, avec mon nouveau rôle, je viendrai souvent, je pense, voir les matchs et suivre l'ASM parce qu'ils ont beaucoup de joueurs français de qualité. Et en plus, une nouvelle jeune génération qui est en train d'arriver à maturité. Et puis bon, ça me fait plaisir de voir des amis, des ex-journalistes avec qui on a passé une dizaine d'années, on a passé des bons moments et donc il m'honore aussi de me remettre un trophée et ça me fait plaisir d'être là ce soir avec tout le monde. Philippe Saint-André qui sera l'invité de La Voix est libre samedi à 11h30 sur notre antenne. Et toujours à propos de ce congrès qui se déroule depuis hier à Clermont-Ferrand, nous l'évoquions hier avec le président, le sport a intégré une telle dimension économique qu'il est parfois difficile pour des journalistes professionnels d'exercer leur métier. L'indépendance du journalisme sportif, c'est justement le thème de travail de ce congrès. Christian Lamorel et Jean Jazet. Rentrez un petit peu plus, encore un peu. Richard, encore un peu, ouais. Photogroupe au stade Marcel Michelin où se tenait ce congrès. Une enceinte sportive pour évoquer les problèmes des journalistes professionnels. Et professionnel est un mot qui reviendra souvent dans les débats, tant l'on voit de nos jours les dérives de plus en plus nombreuses avec la commercialisation du sport, l'exemple type en étant la multiplication des consultants. On s'aperçoit de quoi? À l'Union, on a toujours dit qu'un consultant fatalement prendrait la place d'un journaliste. On le voit régulièrement. On a des médias qui étaient à la Coupe du Monde du rugby qui avaient plus de consultants que de journalistes. On le voit sur le Tour de France où il y a des consultants sur la moto 1 du Tour de France alors que c'était la moto réservée à des journalistes pendant des décennies. Donc il faut que la profession, à un moment donné, elle prenne conscience que ces dérives, lui sont néfastes. Vous faites un métier qui est impossible avec l'accélération du temps de la circulation des informations, la débauche d'informations qu'il y a dans tous les sens, et qui ne vous laisse pas le temps d'avoir le recul. Patrick Wolf, vice-président de la Ligue de rugby et président des ligues de sport collectif, soulignait l'importance d'avoir de vrais professionnels pour décrypter. Par exemple, il regrettait que sur les derniers matchs de la Coupe du Monde de rugby, ce soit un ancien joueur qui ait été chargé des interviews de terrain. Je pense que seul un journaliste professionnel ou quelqu'un connaissant professionnellement à la fois les aspects du sport et les aspects du journalisme aurait pu expliquer ce qui était fondamental, c'est que entre Lièvremont et ses joueurs, c'était un problème d'approche philosophique, intellectuelle du même sport. Et ça, je pense qu'il faut être professionnel pour en parler et pas seulement un ancien joueur. Jean-Marc Lermet, manager de l'ASM, évoquait, lui, les difficultés de convergence entre communication d'un club et intérêt des journalistes. Nous, on a quelquefois des intérêts de protectionnisme, je dirais, par rapport à des informations qu'on ne veut pas divulguer sur la composition d'équipe, sur des stratégies ou des choses comme ça. Et l'intérêt du média, c'est d'essayer de faire partager au public le maximum de choses sur cette équipe. Donc forcément, des fois, on est en opposition, mais bon, l'idée, c'est de trouver le juste milieu et surtout de le faire avec respect et intelligence. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'est le comportement est aussi important que le contenu. L'UJSF souhaite donner une réponse collective de la profession face à toutes ces difficultés et espère que les tribunes de presse qu'elle gère resteront encore des espaces de liberté. La santé fragile du domaine nordique du col de Pradebout dans le Cantal, le syndicat qui gère les 120 km de pistes connaît un déficit chronique et il ne parvient pas à le combler. Conséquence, la saison hiver s'annonce plutôt mal, l'économie locale pourrait en pâtir. Le reportage de Claude Bernard et Lydie Ride. Didier Amargé fait partie des commerçants qui ont choisi d'investir sur le col de Pradebout. Sur place, il exploite un gîte d'étape de 35 lits. La dissolution annoncée le 2 août dernier du syndicat intercommunal Lioran-Haute-Planaise et donc la possible mise en sommeil de l'activité ski de fond serait pour lui un vrai coup dur. On est pratiquement à 70-80% de remplissage à l'heure actuelle. On a vendu les séjours ski de fond. Nos clients, s'ils arrivent et qu'il n'y a pas de ski de fond, on dit quoi et on fait quoi? La deuxième chose, c'est pour l'emploi. Il faut savoir quand même que sur le col de Pradebout, cela représente à peu près une vingtaine d'emplois. Pas de ski de fond,
le personnel qui est susceptible d'embaucher ou qui a été déjà embauché, on en fait quoi? Le syndicat intercommunal a donc dû se résoudre à la dissolution pour faire face à un déficit structurel que les participations communales et les redevances des usagers ne suffisaient plus à combler. Pour les communes qui ne veulent pas abandonner le domaine, la seule possibilité pour sauver la prochaine saison et assurer un service minimum, c'est d'élargir le tour de table du partenariat pour boucler un budget. Indépendamment de la partie damage des pistes, il y a aussi la partie secours, la partie, disons, guichet qu'il faudra tenir. Donc aujourd'hui, les communes se sont réunies et réfléchissent, on fait un budget, mais aujourd'hui, malgré, disons, les efforts des communes, il manquerait aujourd'hui entre 40 et 50 000 euros pour pouvoir faire l'ouverture de cette saison. À plus long terme, les communes du territoire, le conseil général, le syndicat mixte du Luran ont misé sur l'avenir de Pradebout. Ils viennent de terminer un important programme de travaux d'aménagement du col. Premier concert hier soir de Lulu Gainsbourg à la coopérative de Mai à Clermont-Ferrand. Le jeune chanteur s'est produit devant près de 700 personnes et vous allez voir, il a rendu hommage à son père, Serge Gainsbourg. Le reportage de Fatima Bouyablan et Richard Beaune. Soyez indulgents avec moi, c'est mon premier vrai concert. Une faveur que demande Lulu Gainsbourg à son public avant de commencer. Des reprises de son père comme Melody Nelson, un titre du premier concert album de Serge Gainsbourg. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne. Une voix serrée, les mains régulièrement dans sa chevelure, peut-être le stress d'interpréter les titres d'un monument de la chanson française. Le public, lui, est mitigé. Ouais, j'ai trouvé très bien au niveau de la musique, super, les chœurs, la musique tzigane aussi, très bien. Il y avait à la fois un peu les premiers pas d'un débutant avec les chansons qu'on connaît tous. Donc le mélange des deux, c'était émouvant, je trouve. C'est pas facile de les reprendre et en contraire, je trouve que ça permet de refaire vivre les chansons pour les générations qui arrivent et c'est vraiment un très bel hommage. Il a chanté les chansons de son père, quoi, avec des très bons musiciens, des très bonnes orchestrations, mais bon, non. Non, moi j'ai adoré, vraiment. À sa sortie aussi, Melody Nelson a été boudée par le public. Aujourd'hui, il est reconnu comme un album important et influent pour d'autres musiciens. La musique, c'est sans aucun doute le point fort de Lulu, 25 ans, qui glisse pendant le concert deux magnifiques compositions originales. Il a cette passion-là, sûrement, où il a son univers à lui. Quand il est au piano, il est enroulé dans son piano, il est charismatique, il est dans sa musique, quoi. Dans sa musique. Et je suis sûre qu'il fera une grande route et qu'il fera des musiques de films merveilleuses, ou des chansons, bien sûr. Le premier album de Lulu Gainsbourg sera dans les bacs le 14 novembre prochain. Restez avec nous, l'info continue sur la 3 et sur France3.fr. Prochain rendez-vous avec la rédaction régionale, 19h, le journal, suivi du supplément à 19h18 consacré à l'Institut Confucius de Clermont-Ferrand. Bel après-midi à toutes et à tous, sur France 3, bien sûr. Bonjour, le temps est agité en Auvergne jusqu'à samedi ou dimanche, mais reste très doux. La Haute-Loire, en frontière ardéchoise, restera à l'écart de la vigilance orange en cours, mais soyez prudents. Cet après-midi, les pluies cévenoles déborderont sur la Haute-Loire avec du vent de sud très fort, notamment en fin de journée et soirée, où il pourra souffler en tempête. Les rafales dépasseront 100 km/h par endroit. Sur le reste de l'Auvergne, temps couvert avec des pluies faibles localement, vent de sud parfois assez fort. Les températures maximales sont stables et très douces, 17 degrés au Puy-en-Velay, 19 à Aurillac, 20 à Moulins, 21 sur Clermont-Ferrand. Demain matin, ce sera toujours couvert avec seulement quelques gouttes de pluie localement, vent de sud assez fort sur la Haute-Loire, plus faible ailleurs, minimal 10 à 12 degrés. L'après-midi, ce temps maussade se poursuivra avec des pluies localement soutenues, le vent de sud se renforcera en soirée sur la Haute-Loire, maximal 17 à 20. Samedi, toujours pluvieux mais encore assez doux pour un début novembre, dimanche encore des pluies mais elles faibliront progressivement. Nous sommes le 3 novembre, je vous souhaite de passer une excellente journée sur France 3. Avec vous, tout à l'heure, sur France 3.
Conquête, c'est votre jeu en région sur France 3. Vous avez de la culture générale, vous avez le sens de l'humour, vous avez l'esprit conquérant. Venez avec moi sur le plateau pour jouer. Vous pouvez vous inscrire sur france3.fr. Un petit conseil, vous êtes timide, vous pouvez également remporter des cadeaux. Le même site pour vous inscrire, france3.fr. Bonne chance à tous. Changer, c'est bien. Et c'est plus facile en ce moment. Mégane Berlin Ovalie suréquipée est à 16 990 €. Sur domotelec.fr, accédez à une large gamme de radiateurs électriques. Chauffe-eau, chaudière, pompe à chaleur, climatisation. Profitez d'un conseil en direct pour le choix et l'installation des plus grandes marques au meilleur prix. Vous souhaitez faire des économies sur votre projet de chauffage? Alors rendez-vous dès maintenant sur domotelec.fr. Dites stop à la fatigue passagère. Découvrez Beroca, médicament à l'efficacité cliniquement démontrée qui associe vitamines et minéraux pour vous aider à retrouver votre vivacité mentale et physique. Beroca est un médicament contre la fatigue passagère qui traite les symptômes liés notamment à un déficit en magnésium. Médicament pas avant 15 ans. Beroca, au meilleur de vous-même. Sans cesse, la nature renaît. Mixa s'en inspire et crée BioVital, le premier soin anti-âge de Mixa Bio. À l'huile d'argan bio, elle repulpe les rides. Au calcium restructurant, elle lutte contre le relâchement.